Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup à la conférence de Vanessa. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Ça vous paraît logique justement, hein, mais est-ce qu'il y a des hommes de plus de 35 ans qui font de la tech? Tech pure, ouais. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes de plus de 35 ans qui font de la tech pure? Encore 50%, je dirais à peu près. Il y en a qui hésitent encore. Eh bien justement, aujourd'hui, Vanessa va nous parler. Donc Vanessa, qui est développeuse à la Maïf, va vous expliquer pourquoi 50% des femmes de plus de 35 ans quittent la tech. Vanessa, c'est à toi. Merci Annabelle. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un chiffre qui me fait mal. 50% des femmes quittent la tech avant 35 ans. Elles sont 50% de femmes à quitter la tech avant 35 ans, contre 20% dans les autres secteurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut savoir qu'en France, les femmes représentent environ 15% dans les métiers les plus techniques. 15%, c'est peu. Moi, je suis développeuse. Et quand j'ai démarré il y a 10 ans, on était encore moins nombreuses. Donc ça a donc légèrement évolué. Franchement, il faut saluer le boulot qui a été fait. On a vu éclore des écoles, des associations qui ont fait un travail de dingue, et même des entreprises qui ont mis sur la table de vrais objectifs de mixité. C'est génial tous ces efforts. Et je le vois quand je participe à Numérique pour toutes, ces événements qui aident à casser les clichés et donner aux femmes l'envie d'oser se lancer dans la tech. C'est bien d'attirer les femmes dans la tech. Par contre, il faudrait savoir les garder. On se donne un mal fou pour attirer les talents féminins et au final, on en perd la moitié en route. C'est dommage. Ça me fait penser à un seau percé qu'on essaye de remplir en vain. On peut verser toute l'eau qu'on veut, y mettre toute l'énergie du monde, et bien si on ne répare pas les trous, ça ne sert à rien. Et pour réparer, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elles partent. La première fois que j'ai entendu parler de ces statistiques, je me suis dit, jamais de la vie ça pourrait m'arriver à moi. J'aime les sciences, j'adore la tech, je ne me voyais pas faire autre chose. Et pourtant, il y a eu des moments où j'ai eu envie de tout plaquer pour faire un métier qui n'a rien à voir avec la tech. L'idée de ce talk, c'est donc de faire un audit personnel. L'idée de ce talk, c'est donc de faire un audit personnel basé sur mon expérience pour essayer de comprendre pourquoi ce qui part. J'insiste sur personnel parce que c'est ma façon de voir les choses et ce n'est pas forcément le cas de toutes les femmes. Du coup, j'ai identifié différents bugs du système qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'elles partent ces femmes-là. Mais avant, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc, ça remonte en Côte d'Ivoire, le pays où je suis née. Donc, dès les classes primaires, j'avais un amour pour les mathématiques. Ensuite, nous avons dû retourner au Bénin, mon pays d'origine. J'ai fait collège, lycée, en filière scientifique. J'ai eu mon bac scientifique, j'étais 4e du Bénin. Ensuite, j'ai fait 2 années de classe préparatoire. Après, j'ai décidé d'intégrer une école multinationale qui se trouve au Sénégal. Donc, j'ai fait que la licence en sciences de l'ingénieur. J'étais majeure de promo. Ensuite, j'ai entendu parler de Polytechnique. Je me suis donc envolée pour la France et j'ai intégré le cycle d'ingénieur en électronique et technologie numérique à Polytechnique. J'ai été majeure de promo uniquement la première année. Si je dis tout ça, ce n'est pas pour me vanter, c'est pour placer le décor avant tout ce qui va suivre. Parce que malgré ce parcours, des événements m'ont plongé dans une spirale de dépression et de perte de confiance. Et cette perte de confiance m'a suivi jusque dans le milieu professionnel. Ce qui m'est arrivé, ce n'est pas une question de compétence. Si c'était une question de niveau, on m'aurait perdu avant les prépas. C'est arrivé après. Le point sur lequel je souhaite insister, c'est que notre mental impacte largement notre productivité, que ce soit à l'école ou au travail. Et notre mental est largement influencé par notre environnement personnel, professionnel, par la société, en gros par le système. Avant de continuer, j'aimerais dire un gros merci à mon papa. Il n'est pas dans la salle, mais il verra certainement cette vidéo. Pour lui, mon potentiel n'a jamais eu ni de genre, ni de couleur. Pour lui, je n'étais pas une fille, j'étais plutôt une capacité intellectuelle à faire des sciences. Il avait des rêves tellement grands pour moi qui dépassaient mon imagination de petite fille. Quand tu grandis avec un père comme ça, à quel moment tu peux douter de toi? Enfin, jusqu'à ce que le système s'en mêle. J'ai donc identifié différents bugs du système qui, cumulés, usent, abîment et poussent certaines femmes à la sortie.
La vélocité, ce n'est pas la compétence. Le système mesure ce qui est facile à mesurer. Ticket fermé, présentéisme, temps de réponse, vélocité. Et il sous-estime le travail invisible. Le travail de l'homme, c'est le travail de la personne, par exemple, qui s'attelle à faire la qualité pour assurer la satisfaction client, faciliter la maintenance, simplifier la charge mentale de ses collègues et la sienne, soit dit en passant. Et d'ailleurs, je suis contente qu'on en parle de plus en plus de ce sujet-là, parce que le présentéisme et les apparences, eh bien, ça tue la qualité. Un autre exemple de travail invisible, c'est par exemple celui du collègue qui prend le temps d'aider son collègue à monter en compétence, parce que même s'il ne défile pas les tickets à la vitesse de l'éclair, une équipe, c'est une équipe, et la réussite d'une personne, c'est la réussite du collectif. J'ai un collègue qui m'a parlé d'une loi qui résume bien ce bug-là, c'est la loi de Goudard. Quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Parce que finalement, on cherche à optimiser les chiffres et plus la valeur, et on finit par oublier pourquoi à la base on cherchait à mesurer. J'ai donc pensé à différents patchs du bug 1, manager, responsable, chef du projet Scrum. Arrêtez de confondre vélocité et compétence et intégrer des métriques qualitatives et de mentorat. Équipe, valoriser le travail invisible, monter en compétences, documentation, qualité et tout le reste. Femmes et même hommes, arrêtons de minimiser notre impact, même lorsque celui-ci est difficilement mesurable par des chiffres. Ensuite, il y a les biais. Je pense que ça, tout le monde s'y attend. On ne va pas se mentir, en France, le développeur a un profil bien particulier. Et quand tu arrives avec un profil différent, malheureusement, il y a parfois présomption d'incompétence. Les femmes doivent prouver 2 fois plus, alors que les hommes, ils ont plus de bénéfices du doute. Et quand tu es une femme avec des origines, je vous laisse imaginer. Là, je vais parler d'un exemple. Ça, c'est mon ressenti. Je n'ai pas cherché de statistiques là-dessus. Imaginez un projet qui déraille, avec à sa tête un homme. Quel serait le premier réflexe? On va chercher les causes dans le contexte. Peut-être les délais sont intenables, équipe sous tension, périmètre flou, process bancal. On va chercher le problème dans le process, dans le contexte. Imaginez le même projet qui déraille, même échec, mais à sa tête, cette fois-ci, une femme avec des origines. Quel serait le premier réflexe? Il y a de fortes chances que l'échec lui soit attribué à elle avant même qu'on se pose la question si toutes les conditions étaient réunies. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu sais que même inconsciemment, lorsqu'il y aura un souci, tu seras la première pointée du doigt, qu'est-ce que tu fais? Tu te protèges, tu t'auto-censures, tu refuses d'évoluer. Pas par manque d'ambition, mais par instinct de survie. Et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà pensé que quelqu'un était plus compétent juste parce qu'il parlait plus fort et avec conviction? Merci. J'avoue, moi aussi. Celui qui parle fort et avec assurance, on a souvent tendance à croire qu'il a forcément raison, qu'il est plus compétent. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. L'assurance, la confiance en soi est souvent assimilée avec la compétence. Ce n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, les femmes dans la tech ont souvent un syndrome d'imposteur, ce qui fait qu'elles sont plus réservées. Donc la personne qui est réservée peut avoir des idées brillantes, mais on ne les entend pas. Moi, on m'a souvent cataloguée de timide. Eh bien, je ne suis pas timide, je suis hypersensible, une sensibilité plus élevée que la moyenne. Je ressens facilement les tensions, les ambiances, le langage non verbal, les non-dits. Et pour me protéger, je me suis longtemps tue, je me suis longtemps enfermée. Et puis, on a le biais d'apparence. Je n'ai pas forcément le profil type du développeur. Et dans mes débuts, j'ai un ancien collègue qui m'a dit que je ne ressemblais pas à un développeur et que même si je participais à Secret Story, personne n'aurait deviné mon secret. J'avoue, sur le coup, ça m'a blessée, mais peut-être que j'aurais dû m'inscrire, j'aurais peut-être gagné à la finale. On se fait souvent avoir par les biais d'apparence, parce qu'on est plus ou moins conditionné par ça. Et ça dépend de nos croyances et de notre environnement. Donc il faudrait apprendre à déconstruire ces biais-là qu'on a tous plus ou moins. J'ai donc pensé à un patch pour ce bug-là, donc différentes solutions. La formation et la sensibilisation aux différents biais, obligatoires et continus. J'insiste sur continu parce que ce sont des réflexes qu'on a tous plus ou moins et il faudrait en fait du temps pour pouvoir les déconstruire. Il faudrait écouter ceux qu'on n'entend pas, donner la parole à ceux qu'on n'entend pas instaurer une sécurité psychologique pour les encourager à parler, pour qu'ils n'aient pas peur en fait
de faire des erreurs, parce que ça arrive à tout le monde, et quand on s'auto-censure, eh bien, on a du mal à évoluer. Attention, messieurs, le bug ne vient pas que de vous. En 10 années d'expérience, je peux vous assurer que femmes comme hommes participent largement au bug du système. Je sais bien qu'il y a de l'entraide entre les femmes, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc j'appelle donc les femmes à plus de sororité et moins de compétition inutile. Et puis on a l'environnement toxique. Le monde du travail, ce n'est pas un monde de bisounours, je le sais bien, mais il devrait rester un monde humain. On dit souvent qu'il faut apprendre à laisser les émotions du boulot au boulot avant de rentrer chez nous. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que nos émotions, surtout les plus négatives, nous suivent jusque chez nous, jusqu'au fond de nos lits. Microagression, manque de respect, manipulation, micromanagement, et j'en passe. Les profils toxiques, même s'ils sont super productifs ou proches du chef, coûtent cher. Ils coûtent cher à l'ambiance, ils coûtent cher à la productivité et surtout, ils coûtent cher aux profils les plus vulnérables. Je vais vous dire un truc, le leadership, pour moi, c'est une clé de retention des talents féminins. En 10 ans, j'ai eu des leaders qui m'ont fait grandir et d'autres qui m'ont fait douter, voire couler. Responsable, manager, leader, formez-vous à l'intelligence émotionnelle. J'ai de bons bouquins là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas pour faire bisounours, mais un responsable qui sait ce que vit son équipe pourra mieux anticiper certaines situations. Une politique de zéro tolérance pour les profils toxiques. On devrait être capable de mesurer l'impact dans ces profils-là. Turnover, arrêt maladie, absence, baisse de productivité. Et mettre en place des solutions concrètes lorsque la toxicité est avérée. Donc les gens, il faudrait en fait faire en sorte que les gens se sentent libres de s'exprimer, de faire des feedbacks par exemple anonymes pour dénoncer cette situation. Et puis il y a le bug 4. Oui, il y a des bugs dans le système, mais notre responsabilité personnelle en font partie et ce serait malhonnête de ne pas en parler. Moi, par exemple, j'ai été complice de ma propre diminution. Je me suis fait petite. Je n'ai pas su recadrer lorsque mes limites étaient piétinées. Et même lorsque je me suis retrouvée dans des environnements sains, je me suis renfermée par peur. Et c'est dommage parce que je suis passée à côté de plein de choses. Est-ce que j'ai toujours été au top de mes performances? Non. C'était ma responsabilité dans les situations où j'aurais pu faire mieux. C'est ma responsabilité de me former sans attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est ma responsabilité de prendre ma place sans attendre qu'on me la donne. C'est ma responsabilité de quitter des environnements toxiques qui me détruisent psychologiquement. Je ne peux pas contrôler la pensée et l'attitude des autres, mais je peux contrôler ma façon d'agir et ça change tout. Mais attention, reconnaître notre responsabilité personnelle ne déduit pas la faute du système. Un système sain rattrape les erreurs individuelles, un système cassé les amplifie. Ces bugs touchent aussi les hommes. Ils touchent les hommes, les profils atypiques, les personnes en reconversion, les introvertis, les juniors et j'en passe. Mais ils touchent les femmes de façon démesurée et c'est de ça que je parle aujourd'hui. Ils touchent les femmes de moins de 35 ans, les femmes de plus de 35 ans. La dette psychologique. Je pense que vous connaissez la dette technique pour les devs. Moi, j'ai parlé de la dette psychologique. Pour moi, ici, la dette psychologique, c'est la conséquence de tous ces bugs qui, cumulés, usent. À force de devoir douter, prouver, supporter, on s'use petit à petit. C'est lent, c'est silencieux. Et au bout d'un moment, une goutte d'eau et le vase déborde. C'est difficile de séparer le pro et le perso. Et lorsqu'on va mal dans le boulot, eh bien c'est notre vie personnelle qui s'en trouve dégradée. Nos relations avec nos proches, nos centres de loisirs, notre santé mentale. Moi, j'ai 2 petits garçons. Donc le premier a 4 ans, le deuxième a 6 mois aujourd'hui. Et je sais bien que si je vais mal, j'aurai du mal à être la mère dont ils ont besoin. Le point de bascule des 35 ans. Avant de parler de ça, j'aimerais dire que toutes les tranches d'âge ont leur charme et je pense qu'on le vit différemment, ça dépend des gens. 20, 30, 40, 50. Moi, particulièrement, je préfère ma trentaine à ma vingtaine, je me sens beaucoup mieux là-dedans. Et je ne sais pas ce que me réserve la quarantaine. Du coup, 35 ans, c'est vraiment la moitié de la trentaine. Et quand tu as la trentaine, tu te dis, déjà, tu as des proches que tu ne souhaites pas exposer à ton usure. Et tu te dis, quand tu as dans la trentaine, est-ce que j'ai envie de passer encore le reste de ma trentaine à devoir prouver encore et encore que j'ai ma place pour un métier pour lequel j'ai les compétences? Ou est-ce que je ne voudrais pas juste les passer dans la sérénité?
Pour les personnes qui ont commencé assez tôt dans la tech comme moi, dans la trentaine, l'usure a eu le temps de s'installer. À force de devoir prouver encore et encore, c'est notre qualité de vie et notre estime personnelle qui s'en trouve dégradée. On ne quitte pas la tech parce qu'on l'aime plus. On quitte parce qu'on n'a plus l'énergie de se battre contre le système. Le bug n'est ni dans la passion, ni dans la compétence. Il est dans la façon dont le système traite les profils différents, les femmes et tout le reste. Vous avez tous ces droits admin sur les repos, donc j'ai identifié les bugs. N'hésitez pas à pousser des fixes avec moi et avec force si nécessaire. Donc, quelques actions concrètes, femmes dans la tech. Si vous êtes en train de craquer, vous n'êtes pas seul. Prenez le temps de maîtriser les bases techniques, n'essayez pas d'aller trop vite. Préservez votre santé mentale et si l'environnement est définitivement toxique, eh bien, prenez la position P. Responsable RH, manager, leader, Scrum. Prenez le temps d'écouter. Mettez en place des métriques qualitatives. Valorisez le travail invisible et c'est votre rôle de garantir un environnement sain parce que, comme je l'ai dit, la santé mentale a un grand impact sur la productivité. Et à tous, vous êtes un allié actif, donc intervenez face au biais. Si vous voyez un biais à l'œuvre, une remarque déplacée, une personne qui n'a pas la parole, n'hésitez pas à intervenir. Ça peut changer quelque chose. Alors, est-ce que je vais finir par rejoindre ces statistiques? Je ne sais pas, je n'ai pas encore 35 ans. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'une femme passionnée par son métier ne devrait avoir à se poser cette question. Voilà, merci. Bravo Vanessa, on a 3 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. N'hésitez pas à me laisser. Merci pour tout ça. Je me sens concerné, pourtant je suis un homme de 49 ans et je trouve ça très parlant. Et j'aurais une question, alors pas pour vous, pour l'Assemblée. Je voudrais savoir ici combien il y a de managers, de leaders, de personnes de RH qui se sentent concernés par ça et qui en définitive vont avoir les moyens, j'espère, de pouvoir mettre tout ça, toutes les préconisations en place. C'est important aussi de toucher le bon public et donc voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci pour la présentation. C'était l'une des celles qui attendait le plus, donc merci pour ça. Parce que je suis neuroatypique et dépressif, donc ça me parle aussi. Et justement, c'était sur la mesure de l'impact des biais. C'est malheureusement, des fois, la mesure de l'impact est mauvaise parce que les biais que tu parles augmentent la productivité à court terme. Et il y a des gens que j'ai remarqué qui sont très bons pour changer de poste quand la productivité commence à baisser, après avoir beaucoup sapé les... Puisqu'en fait, en pressurisant, on peut augmenter à court terme la productivité. Et donc, les biais, les mesures de l'agilité semblent dire que ça se passe mieux, alors qu'en fait, on fait que pressuriser et on finit par faire exploser la cellule. Mais ces gens-là sont souvent partis avant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, à court terme, comme tu l'as dit, à court terme, ça marche, mais sur le long terme, finalement, ça finit par exploser. Et c'est pas ça qu'on veut normalement. D'autres questions? A priori, c'est... Ah, une dernière. Du coup, je voudrais juste savoir, parce que moi aussi je suis développeuse comme toi, et je me retrouve en général, on est seul dans une équipe de développeurs masculins. Est-ce que tu penses que s'il y avait beaucoup plus une plus grande proportion de femmes, est-ce que ça changerait justement cette envie de partir, de quitter la tech? Par exemple, si on était 30-40% de femmes, est-ce que tu penses que ça changerait la donne? Moi, je pense qu'on se sentirait plus en confiance, plus légitime. Mais après, il ne faudrait pas qu'il y ait des compétitions de femmes, parce qu'on sait que parfois, il y en a. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'avec l'IA là, qui se développe énormément, ça va faire revenir un peu plus les femmes dans la tech ou pas? Ah oui, peut-être, parce qu'il y aura peut-être moins ce côté trop code et plus macro, je dirais. Oui, c'est possible. Après, je n'ai pas la vérité. Donc, merci Vanessa. Surtout pensez à lui faire un feedback.